présenter une émission d'après la web radio du LNM sur un sujet qui fait polémique, se posant les questions suivantes. Combien de femmes se sont battues pour leur famille? Combien de femmes se sont fait battre par leur mari? Combien sont celles qui accélèrent le pas dans la rue? Celles qui évitent les mini-jupes afin de ne pas être mal vues? Combien sont celles dont les cris sont ignorés? Celles dont le choix est méprisé? Combien sont celles réduites à leur apparence? Celles jugées par leur attirance? Et pourquoi aujourd'hui et ne pas un autre jour? En effet, si on demandait à un élève pris au hasard ce que signifie pour lui le 25 novembre, nul doute que cela ne lui évoquerait pas grand-chose. C'est pourtant la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Afin de faire honneur à ce jour, 3 élèves du LLM et moi-même, Girgis Patricia, élève du TS1, sous l'encadrement de Madame Yadari, nous allons vous présenter les violences faites aux femmes qui sont l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde et pourtant les moins reconnues. En effet, la violence domestique est, d'après une étude commandée par l'OMS et la Banque mondiale, la cause principale de la mort ou de l'atteinte à la santé des femmes entre 16 et 44 ans, plus importante que le cancer, la malaria ou encore les accidents de la route. Les violences faites aux femmes ne comprennent pas seulement les insultes ou les coups, elles signifient également des droits dénigrés, des opportunités limitées et de voix réduites au silence. Aujourd'hui, on constate un contraste entre l'irrespect et la liberté de choix qui devrait être garantie à chacune et la réalité des violences que subissent bien trop de petites filles et de femmes à travers le monde, violences physiques, sexuelles ou psychologiques, crimes d'honneur, mariage forcé, mutilation génitale, exploitation sexuelle, etc. Ces violences sont les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elles demeurent également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence physique, sexuelle et psychologique telles que, par exemple, la violence d'un partenaire intime, coups, violence psychologique, viol conjugal, féminicide, ou encore la violence sexuelle et le harcèlement, viol, actes sexuels forcés, avance sexuelle non désirée, etc., ou le trafic d'êtres humains, esclavage, exploitation sexuelle, ou la mutilation génitale féminine, ou le mariage précoce, etc. Alors d'abord, ce qui est édifiant, c'est que 25% des femmes âgées de 20 à 69 ans déclarent selon l'enquête INED de 2015 avoir subi une des formes de violence évoquées précédemment. Donc ce qui est évidemment scandaleux. Ce qui peut également surprendre, c'est la répartition du type de violence au sein de cette statistique. Donc parmi ces 25%, 15% sont victimes de dragues importantes dans la rue, 4% sont victimes d'insultes, 5% de harcèlement sexuel et 0,1% sont victimes de violences sexuelles. Pour entrer dans les détails, selon une source gouvernementale, donc le secrétariat d'État chargé de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations, en 2018, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. En 2019, elles étaient 134, donc on constate une augmentation. Un tiers des femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari étaient ignorées par les services publics et 90% des proches n'ignoraient pas la situation. Ensuite, vous avez 219 000 femmes de plus de 18 ans qui sont victimes de violences sexuelles ou physiques. 88% des victimes de violences enregistrées sont des femmes. 96% des personnes condamnées sont des hommes, donc pour ce qui est des affaires domestiques. 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives violentes pendant une période d'1 an. 9,9 sur 10 femmes connaissaient le violeur, d'ailleurs. Et seulement 1 sur 10 ont déposé plainte. Dans le féminicide, et 65% des cas où des violences existaient avant le meurtre ont été déjà informés auprès de la police. Donc la police connaissait déjà qu'il existait ces violences avant le meurtre. Alors moi je voudrais juste faire un petit point philo sur la notion de continuum de la violence. Donc parce que dans les chiffres qui vous ont été exposés par votre camarade, il y a différents types de violences. Il y a les violences dans l'espace public, du type harcèlement de rue, drague lourde, mais aussi de type attouchement sexuel dans les transports. Donc là, on est déjà dans de l'agression sexuelle. Il y a également le viol et puis le féminicide. Donc ce que j'aimerais souligner, c'est l'idée que en fait, la violence, elle est d'ordre systémique. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui s'appelle aujourd'hui le système patriarcal et que cette violence, elle émerge de ce système et il ne s'agit pas simplement d'incidents à la marge. Et que pour analyser cette violence, on peut l'analyser donc selon l'idée de continuum. C'est l'idée selon laquelle le féminicide finalement n'est que, entre guillemets, l'aboutissement d'une violence quotidienne, d'une violence presque invisible qu'on ne voit même plus.
et qui s'infiltre tous les jours dans la vie des femmes et qui va restreindre leur accès à l'espace public. Parce que se faire harceler sexuellement dans les transports, se faire harceler dans la rue, c'est aussi, en tant que femme, se poser la question plusieurs fois de savoir à quelle heure je vais rentrer, par quel itinéraire je vais emprunter et comment je vais m'habiller. Et donc ça, c'est aussi une charge mentale qui pèse sur toutes les femmes et qui contribue à restreindre considérablement leur liberté et à restreindre leur accès à l'espace public. Je vais faire un zoom sur les violences sexuelles faites aux femmes. Définition, le viol, c'est un acte de pénétration sexuelle de quelqu'un de nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Il faut savoir aussi que le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. En France, toutes les 9 minutes, une femme se fait violer en moyenne d'après l'Institut national d'études démographiques. Ces femmes, 56% étaient mineures et 40% avaient moins de 14 ans. Donc c'était des enfants. Ensuite, il est essentiel d'aborder une autre question, qui est celle des stéréotypes, et notamment de la culture du viol. Donc la culture du viol, par définition, c'est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagées au sein d'une société donnée qui minimiserait, normaliserait, voire encouragerait le viol. Donc parmi ces stéréotypes, il faut savoir qu'il y a une phrase typique qui est celle du viol arrive le soir tard, dans une impasse sombre, en rentrant de soirée. Non, la plupart du temps, plutôt dans 90% des cas, l'agresseur est connu de la victime et un tiers des viols ont lieu au sein du couple. Donc c'est aberrant, et ce qui est encore plus aberrant, c'est que 18% des Français pensent que la femme peut prendre du plaisir à être forcée dans une relation sexuelle. Donc là, il y a clairement une minimisation du viol, visant encore à faire culpabiliser la victime et l'accabler de honte, en lui donnant la simple possibilité d'avoir pu apprécier le viol qu'elle a subi. Et alors, il faut savoir notamment que dès qu'une femme porte plainte au commissariat, la première question qu'on lui pose, c'est que portiez-vous au moment des faits. Il faut savoir que par honte, seulement 10% des victimes de viol portent plainte, mais que 69% des Français pensent qu'un quart des victimes portent plainte, en fait. Alors que c'est seulement 10%. D'autre part, 42% des Français et des Françaises pensent que la tenue que portait la victime au moment du viol, si elle était provocante, atténue la responsabilité de l'agresseur, d'après l'IPSOS en 2019. Donc, il faut savoir que 60% des Français et des Françaises pensent que les hommes ont une sexualité plus facile que les femmes. 78% des Français et Françaises estiment que de nombreux événements sont ressentis comme violents par les femmes, mais pas par les hommes. Et d'autre part, 57% des Français et des Françaises, encore une fois, considèrent qu'il est plus dur pour un homme de retenir ses pulsions sexuelles que pour une femme. Et donc, on peut imaginer, on peut même se dire que si le viol était moins banalisé, moins minimalisé par cette société, eh bien, il y en aurait moins. Seulement 1% des violeurs seraient condamnés et feraient de la prison en 2016. Mais pourtant, on peut voir en quelque sorte un peu de positif dans tout ça, dans le sens où cette société s'engage aussi face à ces injustices, face à ces violences, notamment sexuelles faites aux femmes, avec ce mouvement MeToo, #MeToo, en version française Balance ton port, un mouvement donc, qui tente à libérer en quelque sorte la parole des femmes sur les agressions sexuelles ou sur le sexisme quotidien tout simplement. Et c'est un mouvement qui explicitement dénonce cette violence brutale que subissent des milliers de femmes chaque jour, et qui implicitement ressent cette violence, notamment à travers les témoignages et les manifestations qui sont de plus en plus massives. Alors d'abord sur la notion de consentement, que Artémis a très justement souligné. Alors le consentement, par définition, c'est quelque chose qui se donne de manière libre et éclairée. Donc qu'est-ce que ça veut dire libre ? Ça veut dire que pour que le consentement soit libre, il faut qu'il soit consenti tout au long de la relation que j'entretiens avec la personne. Ce qui signifie qu'à n'importe quel moment d'une relation charnelle, d'une relation intime, d'une relation sexuelle, les deux personnes en présence ont le droit à tout moment de retirer leur consentement. Donc un consentement n'est jamais définitif, il doit toujours être réitéré à tout moment de la relation. Par ailleurs, pour qu'un consentement soit libre, il faut qu'il soit éclairé. Donc, une personne qui n'est pas en pleine possession de ses moyens ne peut jamais être consentante pour une relation sexuelle. Mais ce qui signifie aussi que dans certaines situations, par exemple une situation où il y a une relation hiérarchique entre les deux individus, si j'exerce de la pression
pour obtenir des relations sexuelles de la part de quelqu'un qui m'est subordonné, on ne peut pas parler de véritable consentement dans cette situation, parce qu'il y a une forme de pression. Ce qui veut dire aussi que si quelqu'un exige de vous d'avoir des relations charnelles, parce qu'elle vous fait du chantage, par exemple, parce qu'il possède un certain nombre de choses sur vous, d'informations, de photos, que sais-je, alors cette personne est en train de vous faire céder. Il ne s'agit pas de consentement, et donc il y a un célèbre slogan qui dit « céder, ce n'est pas consentir ». Donc obtenir une relation sexuelle sous la pression, en fait ça s'appelle un viol. Par ailleurs, sur la culture du viol, votre camarade a très bien expliqué ce que c'était, c'est un ensemble de représentations et de préjugés qui entourent la question du viol et la question de la sexualité. Et tous ces préjugés, en fait, visent à une chose, principalement, qui vise à naturaliser le viol, à faire comme si le viol était un phénomène naturel, inhérent à la nature humaine et plus précisément inhérent à la sexualité masculine, comme si en effet les hommes avaient des pulsions irrépressibles qu'il serait impossible de contrôler. Et donc toute cette culture du viol conduit finalement à culpabiliser les victimes et à retourner la culpabilité. Lorsqu'une femme se fait violer, et c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise tout le temps, on dit tout le temps les femmes. En fait, quand on regarde un petit peu plus cette expression, eh bien dans cette expression, il y a l'idée que la femme s'est faite violer. C'est-à-dire qu'elle a été quelque part active dans ce qui lui est arrivé. D'où l'idée qu'il serait préférable d'utiliser la forme passive. Une femme a été violée. Parce que même dans les mots, même dans le langage, eh bien, ce stéréotype qui veut que la victime du viol, quelque part, l'a un petit peu cherché, ou a un petit peu provoqué, ou un petit peu responsable, eh bien, ce stéréotype s'est infiltré jusque dans les expressions les plus courantes. Donc là, il s'agit vraiment de décortiquer cette culture du viol, de la dénoncer dans un objectif, et cet objectif est que la peur et la honte changent de camp. Parce que le problème, c'est que du coup, les femmes se sentent coupables d'avoir éventuellement provoqué ce qui leur est arrivé. D'où le chiffre effroyable que vous avez cité, c'est-à-dire que les femmes ne portent pas plainte, parce que quand on porte plainte pour viol, on a honte et on doit faire face à des questions qui sont terribles, et on doit effectivement faire face à des stéréotypes accablants. Donc il va falloir peut-être réfléchir, non plus à apprendre aux filles à s'habiller autrement, mais à apprendre aux garçons à respecter le consentement et à apprendre aux filles aussi à ne pas avoir honte de dire non et à ne pas avoir honte aussi de dénoncer les violences. Alors, merci beaucoup Madame Yadari. Je vous présente enfin Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour. Alors Antonin va clôturer l'émission en justifiant pourquoi le 25 novembre est une journée contre les violences faites aux femmes. Ce sont trois sœurs, Minerva, Patria et Maria Teresa, qui sont issues d'une riche famille commerçante et qui vivent en République dominicaine sous un dictateur nommé Trujillo. Excuse-moi pour ma prononciation. Ce dictateur va approcher Minerva, l'aînée, pour l'épouser, clairement, et Minerva va la repousser. Donc, tout de suite, les conséquences se font voir. Son père, puis elle, sont enfermés puis torturés. Son père ne va pas survivre alors et va mourir. Mais le dictateur ne s'arrête pas en si bon chemin et continue à séduire Minerva, qui continue à le repousser, finit par épouser un homme et à former un groupe, un parti politique socialiste et communiste contre ce dictateur. Bien sûr, son compagnon qu'il a épousé sera enfermé, ainsi que ses camarades du parti. Et le 25 novembre 1960, alors que Minerva et ses sœurs se rendaient dans la prison pour rendre visite à leurs compagnons, une voiture tout simplement les suit, les arrête et les sortent de la voiture et se font massacrer à la machette, puis jetés en haut d'une falaise. Nous sommes en 1974 en France, sur les plages de Marseille. Deux jeunes femmes, Anne Tonglé et Archélie Castellano, se font violer par trois hommes. Et donc, elles sont voire discréditées complètement par le tribunal de Marseille qui ne condamne pas les trois hommes finalement. Et c'est là qu'intervient Gisèle Halimi. Donc, je vais vous conter un peu qui est Gisèle Halimi. Donc, c'est une avocate franco-tunisienne qui est née le 27 juillet 1927, qui est engagée dans le combat féministe. Dès 13 ans, elle fait une grève de la faim dans sa famille pour arrêter de faire lit de son frère. C'est aussi une activiste indépendantiste de la Tunisie
et de l'Algérie. Et elle fait partie des 343, donc 343 femmes qui se sont déclarées ouvertement, qui ont déclaré ouvertement avoir utilisé l'avortement en 1971, ce qui est totalement illégal en France. Donc elle s'exposait à des peines de prison. Voilà. Et donc, elle va aider dans ce procès de ces deux femmes, de Anne Tonglet et de Araceli Castellano. Donc, c'est aussi l'occasion, à l'issue de ce procès, qu'elle va gagner, c'est le moment de passer une loi, le 23 décembre 1980, qui définit enfin le viol en France et qui le punit. Voilà, donc ce procès finalement un pas vers l'arrêt des violences faites aux femmes, puisque la loi de 1880 a été rédigée ensuite. Les coupables ont été condamnés, bien sûr. Ce fameux procès du viol conduit effectivement, vous l'avez très bien dit, à un changement dans la loi. Et donc, on aboutit à une nouvelle définition du viol, mais surtout à un changement de statut du viol, qui avant était considéré comme un simple délit, donc un délit, c'est par exemple voler une voiture, et qui se retrouve maintenant au statut de crime. Et là, je voudrais insister, c'est que aujourd'hui, ça a été une énorme avancée à la fin des années 70. Voici la fin de notre émission. On espère que ça vous a donné une image sur la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes.